Je vous souhaite le bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis heureux de vous retrouver et je suis heureux aussi de votre fidélité pour un certain nombre d'entre vous. Je salue notre nouveau public qui devient fidèle. Et nous allons donc maintenant avoir notre séance de rencontre du jeudi avec Yvan Blot. Je présenterai naturellement tout à l'heure Yvan Blot pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je le présenterai quand même. Et nous allons traiter de l'homme héroïque. Le thème de ce soir, c'est « Face au retour du tragique dans l'histoire, la nécessaire renaissance de l'idéal héroïque ». Je voulais dire à propos d'Yvan Blot qu'il fait une conférence le 28 novembre à 19h au Dialogue franco-russe, 3e étage droite, 120 Champs-Élysées. C'est une conférence qu'il fait tous les mois, je crois. Oui, c'est ça, sur un thème général qui est « Y a-t-il une nouvelle lutte des classes ?» Le 7 décembre, nous recevrons ici, au Carrefour de l'Horloge, Christian Girondeau, à partir de son ouvrage « Climat, la grande manipulation ». Tout le monde connaît Christian Girondeau, tout le monde sait que c'est un des grands climato-sceptiques de cette époque, parce qu'il est le seul à démonter la mécanique de cette nouvelle pensée qui veut que l'homme est responsable de tout, y compris du dérèglement climatique que la planète traverse actuellement. Le 16 décembre à 15h à la Maison de la Chimie, donc à 28h rue Saint-Dominique, Paris 7e, je vous invite à venir assister à notre remise du prix Lysenko. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais j'en reparle cette fois. Le prix Lysenko, c'est une sorte de canular intelligent, j'allais dire, du Carrefour de l'Horloge, qui se plaît à décerner ce prix. Vous savez tous qui était Trofimov Lysenko, ce soi-disant scientifique soviétique, et nous plaisons à attribuer ce prix à celui des écrivains qui a le mieux contribué à la désinformation du peuple français dans l'année. A été retenu, cette fois-ci, Patrick Boucheron, pour l'histoire mondiale de la France. Henri de Lesquen, sans doute, fera le commentaire, je pense, décernera le prix, je ne sais pas. On ne sait pas encore qui fera. On ne sait pas encore qui fera. Il s'agit de désinformation scientifique ou historique. Oui. Ouais, plus précisément. Donc je vous invite, avant le 16 décembre à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e, à 15h pour cette remise du prix Lysenko. Au cours des séances suivantes, j'annoncerai le programme du prochain trimestre qui sera très riche, puisque nous aurons notamment Jean-Louis Harouel, mais aussi Didier Maupas, qui aura certainement publié son ouvrage sur la nouvelle classe mondiale contre les peuples, et d'autres qui seront pressentis d'ici là. Ce soir, le thème est un thème essentiel, c'est le thème du héros. Vous connaissez tous Yvan Blot, un des grands penseurs engagés de notre époque, docteur en sciences économiques, ancien président du Carrefour de l'Horloge, ancien élève de l'ENA. Il a été haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, mais aussi député au Parlement français, puis au Parlement européen. Il est membre du Centre d'analyse Repenser la Russie à Moscou, du club de discussion de Valdaï. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont La démocratie confisquée, qu'il a publié avec le Carrefour de l'Horloge, La Russie de Poutine aux éditions Bernard Giovanangeli, Le terrorisme islamique, une menace révolutionnaire aux éditions Apopsys, et récemment L'homme héroïque, toujours aux éditions Apopsys. Et chaque fois un plaisir pour nous de recevoir Yvan lorsqu'il vient présenter, débattre du thème qui fait l'objet de son nouvel ouvrage. Napoléon disait à propos de la tragédie ceci: la tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie? On confond souvent les termes drame et le terme tragédie. Il y a une nuance. Dans le drame, il y a un bon et un méchant qui s'affrontent. Alors ça dépend qui fait le drame. S'il est commercial, c'est le bon qui gagne. S'il n'est pas commercial, c'est parfois le méchant qui s'en tire ou qui meurt. Dans la tragédie c'est autre chose. C'est beaucoup plus intense parce que d'une part, il y a un côté d'intervention du destin. Il y a un côté sacré dans un affrontement de deux forces, égales en puissance, également armées en légitimité et en raison,
placés par le destin dans une situation d'affrontement sans merci. Or, si vous regardez l'histoire maintenant de la France, nous sommes dans une situation tragique, et Yvan Blot nous expliquera pourquoi. Donc, dans une tragédie, le tragique suppose le héros. Pour qu'il puisse y avoir, pour que cet affrontement ait lieu, il faut que des personnes, au-delà du commun, acceptent de défendre une cause jusqu'à leur propre, en y mettant jusqu'à leur propre vie en jeu. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre le tragique et le drame, c'est que le héros tragique est prêt à se sacrifier jusqu'au bout pour défendre la cause qu'il estime juste et bonne. Si vous regardez aujourd'hui la population de notre patrie, comme je l'ai dit la dernière fois, mangeant ses nourritures molles, habillée de la même façon avec les mêmes oripeaux avec des marques, prêt à tout sauf à s'engager, prêt à tout sauf à se battre, nous pensons que la dimension tragique est plus que nécessaire et le héros est plus que nécessaire si nous voulons sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Yvan, vous avez la parole. Merci Pierre. Mesdames, Messieurs, ça me fait toujours très plaisir de revenir dans le cadre du Carrefour de l'Horloge pour y présenter mes ouvrages. Et donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter le dernier d'ailleurs, qui s'appelle L'homme héroïque, un idéal pour notre survie. C'est un ouvrage qui fait un peu suite à un autre ouvrage plutôt philosophique qui s'intitule L'homme défiguré, et qui était paru l'année précédente. J'ai eu la chance pour cet ouvrage d'avoir une préface du général Antoine Martinez, qui est un de mes amis, qui est un général d'aviation, qui préside avec moi une association patriotique qui s'appelle Volontaires pour la France, qui n'est pas un parti politique, mais qui est une association patriotique, c'est-à-dire qui crée des cellules dans toutes les villes, un peu partout, etc., dans le but de donner aux gens un peu d'enseignement patriotique et pour les plus jeunes aussi un enseignement, disons, sportif. Bon. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Volontaires pour la France, vous pouvez regarder sur Internet, vous aurez une documentation. Donc le général Martinez m'a fait une belle préface. Et j'ai trouvé qu'un général, c'était tout à fait adapté, parce que c'est l'armée est quand même une vocation héroïque, peut-être plus affirmée, disons, que d'autres professions, que d'autres métiers. Alors, j'ai essayé d'aborder le sujet de plusieurs points de vue. D'abord, quelle est la place du héros dans notre civilisation? Alors, dans notre civilisation, la place du héros est tout à fait essentielle, puisqu'elle commence avec l'apparition même de la littérature chez nous, c'est-à-dire le premier auteur de la civilisation occidentale, qui est Homère, bien sûr. L'Iliade, l'Odyssée, Achille, c'est le symbole même du héros, ça restera un symbole héroïque qui va durer très très longtemps, notamment avec sa fameuse devise « Je préfère avoir une vie sans gloire, je préfère avoir une vie courte et glorieuse plutôt qu'une vie longue et sans gloire ». Et avec Homère commence ce qu'on peut dire, c'est l'épopée bien sûr, mais l'épopée va dériver très vite chez les Grecs vers la tragédie. La tragédie, la différence, c'est que c'est du théâtre, l'épopée, ça n'en est pas. Mais les thèmes sont les mêmes, c'est la vie des héros et leur vie tragique, le tragique de leurs conditions et de leur destin, si je puis dire. Donc, effectivement, vous retrouverez des descriptions d'attitudes de vie héroïques chez tous les héros des grandes tragédies. Alors, les Grecs nous ont laissé essentiellement 3 grands auteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres, d'ailleurs, mais on n'a pas beaucoup de reste. En fait, on a perdu probablement 80% de la production des Grecs du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais enfin, ce qui nous reste, c'est essentiellement des tragédies, donc d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, principalement.
Et dans ces tragédies, effectivement, les principaux personnages, enfin, et même d'autres d'ailleurs, se caractérisent par leur comportement héroïque. L'héroïsme, donc, qui a été beaucoup développé, notamment dans l'éducation des jeunes, pendant la période de la Grèce antique et puis de la période romaine, cet idéal du héros n'a pas disparu avec l'apparition du christianisme. Le christianisme a repris à son compte l'idéal héroïque, évidemment. Il y a des comparaisons qui ont été faites au Moyen-Âge, etc. Puis à la fin de l'Empire romain sur Hercule et le Christ. Enfin, il y avait... Et il n'y a pas eu du tout de refus de l'idéal héroïque dans les principaux courants, disons, de l'Église, parce qu'il y a pu y avoir des courants déviants qui avaient un autre point de vue. Et j'y reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs, sur les liens qu'il y a entre la religion et le patriotisme héroïque, parce que dans l'histoire, le lien est très fort. Enfin, en France particulièrement, parce qu'on a le personnage de Jeanne d'Arc. Le personnage de Jeanne d'Arc est un personnage religieux, c'est aussi un personnage patriotique, et c'est un personnage héroïque. Hein. Donc là, on a bien la synthèse. Mais c'est une constante, je dirais, de notre civilisation que de voir l'éloge des héros qui est fait. D'abord par référence d'une part au christianisme et à la civilisation gréco-romaine, et puis ensuite l'idéal du héros a été repris même par les principaux personnages historiques qui contestaient nos racines ou qui contestaient la tradition. Je pense au moment de la Révolution. Les révolutions ont repris à leur compte la valeur héroïque, même si elles récusaient la plupart des autres valeurs. Donc on retrouve dans la Révolution française évidemment cette idée d'héroïsme militaire essentiellement, et on va le retrouver aussi dans la tradition communiste et notamment singulièrement chez les soviétiques, puisque sous Staline notamment le culte du héros sera quelque chose de central, je dirais, dans l'éducation, avec des médailles, héros de l'Union soviétique, c'est un titre, ça existe toujours d'ailleurs, mais ça a changé de nom maintenant, c'est héros de la Russie, mais donc cette notion se retrouve aussi parmi les contestataires, donc les grands courants révolutionnaires ont repris la notion de héros à leur compte. Alors, on pourrait évidemment citer très longuement toute une série d'auteurs historiques qui en parlent. Je vais en citer seulement un, mais un des plus grands quand même, qui est un Anglais, Shakespeare. Shakespeare écrit des tragédies, il y a des personnages héroïques dans Shakespeare, et je voudrais juste citer un passage très connu que vous connaissez peut-être du Marchand de Venise de Shakespeare, dans lequel il présente les trois modes de vie possibles pour un homme, en quelque sorte, à travers l'histoire. Vous savez, l'histoire du Marchand de Venise, c'est l'histoire d'un marchand à Venise qui cherche un gendre valable pour sa fille. Et il installe dans son grand salon, dans son palais à Venise, il installe trois coffrets. Un coffret en or, un coffret en argent et un coffret en plomb. Et il fait venir les prétendants qu'il doit choisir entre ces trois coffrets. Et alors, un premier prétendant arrive et il s'empare du coffret en or sur lequel il est marqué, parce qu'au-dessus de chaque coffret, il y a une petite étiquette avec un slogan, si je puis dire. Une légende. Il y a marqué « Qui me choisit aura ce que beaucoup d'hommes désirent ». Alors il se dit, mais la fille du marchand de Venise, beaucoup d'hommes la désirent, donc c'est tout à fait ça, c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est bien le coffret qu'il faut prendre, parce que sur l'autre coffret, le coffret en argent, il y a marqué « Qui me choisit aura ce qu'il mérite », et le troisième coffret, qui est en plomb, il y a marqué dessus « Qui me choisit devra sacrifier et donner tout ce qu'il a ». Alors, c'est assez différent. Alors le premier, donc c'est un coffret en or, le premier prétendant ouvre le coffret et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une lettre qui se trouve dans le coffret en disant vous êtes le symbole même de la vulgarité, vous avez les idées de la masse, d'abord vous précipitez sur de l'or parce que ça brille, bon, sans vous poser plus d'autres questions, ensuite
qui me choisira ce que le plus grand nombre désire. Le plus grand nombre a un goût épouvantable. Donc vous n'êtes pas un homme de goût, donc vous êtes un personnage vulgaire, donc vous êtes exactement ce que j'exècre, et je ne veux surtout pas que vous épousiez ma fille. Bon, alors le type s'en va, et puis arrive un deuxième candidat, et celui-là choisit le coffret en argent. Et il est tout content de lui en disant, bah oui, qui me choisit aura ce qu'il mérite, mais moi j'ai beaucoup de mérite, j'ai fait des choses formidables dans ma vie, etc. Je suis un des plus gros marchands de Venise, etc. Et donc c'est tout à fait ce qui me convient, il est très content de lui en fait. Et il ouvre le coffret et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le portrait d'un imbécile, d'un idiot, d'un niais. Et avec un mot en disant... ma fille n'a pas besoin d'un mari comme vous, puisque vous vous aimez trop. Vous êtes amoureux de vous-même, de vos mérites, n'est-ce pas? Vous parlez tout le temps de vos mérites, de votre ego, de vous-même, etc. Mais c'est pas ce qu'il faut à ma fille, bien sûr. Et donc, un personnage comme vous, ça prouve tout simplement qu'il est gonflé de son importance, qu'il est très limité finalement dans sa profondeur, sa réflexion et sa morale. C'est un personnage égoïste. Et donc, je n'en veux pas pour gendre. Voilà. Donc, j'en conclus d'ailleurs que si Shakespeare avait vécu au XXe siècle, avec ce deuxième coffret en argent, il aurait exclu les élèves de l'ENA, probablement, parce qu'ils sont généralement très tu me permettras, tu l'aimes comme moi. À chaque fois. Et Henri aussi. Pratiquement chaque séance, c'est la fête à l'ENA. Bon. Et donc, les gens qui pensent qu'ils méritent beaucoup, qu'ils ont plein de mérites, etc. Alors, vous avez quelqu'un qui est flagrant de ce point de vue-là, si un jour ça vous amuse de l'accent dit, qui s'appelle Révolution, c'est le président de la République actuelle. J'avais calculé que dans les 50 premières pages, il disait, je crois, 150 fois les mots « je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi ». Et même, il a mis un chapitre dans son livre qui est consacré à sa femme. Alors, je me suis dit, ah bah ça va être un peu différent, ça va être rafraîchissant. Et dans le chapitre sur sa femme, je me suis amusé là aussi à compter, il parlait 10 fois plus de lui, je, moi, que de sa femme. Donc c'est quand même assez révélateur d'un drôle de tropisme, d'une drôle de mentalité, je veux dire. Bon. Mais c'est très typique du monde actuel, le monde moderne est un monde où Dieu a été remplacé par l'ego, si je peux dire. Donc évidemment... Alors ensuite, il y a le troisième coffret, bien sûr. Alors le troisième candidat, c'est bien sûr un Vénitien de vieille souche, parce que Shakespeare voit les choses de cette façon. Et ce Vénitien choisit donc le troisième coffret où il y a marqué « Qui me choisit devra se sacrifier et donner tout ce qu'il a ». Et là, il y a un portrait, il ouvre le coffret, il y a un portrait de la fille du marchand de Venise, la belle Portia. Et il a donc gagné le concours en quelque sorte parce qu'il était prêt à donner tout ce qu'il avait, il était prêt à se sacrifier. Et le père lui dit, bah ça voilà, c'est une preuve d'amour, c'est exactement ce dont a besoin ma femme, quelqu'un qui est capable, ma fille pardon, quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour elle, et éventuellement de donner tout ce qu'il a si c'est nécessaire. Donc moralement vous êtes vraiment très supérieur et par conséquent c'est vous qui serez choisi. Donc Shakespeare n'a pas fait ça par hasard, il a repris ça d'une vieille, paraît-il, d'une vieille légende romaine qui existait. Mais voilà, le troisième c'est le héros, c'est l'idéal héroïque évidemment. Alors bon, l'idéal héroïque on le retrouve donc chez toutes sortes d'auteurs, en France chez les grands tragiques bien sûr comme Corneille ou Racine, on les retrouve aussi à l'étranger, Schiller notamment en Allemagne. Schiller est particulièrement intéressant, même pour les Français, parce que Schiller a fait quand même une tragédie qui s'appelle Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Donc c'est un hommage à la France. Et il y voyait un des plus beaux symboles, disons, de l'héroïsme au service de la patrie. Schiller étant très patriote, il a fait aussi d'ailleurs une tragédie qui s'appelle Guillaume Tell, et qui présente Guillaume Tell comme étant un héros patriotique aussi, un peu du même type. Donc à travers toute la littérature pratiquement vous retrouvez des personnages héroïques de ce type. Bon, et donc c'est une continuité dans l'idéal, en tout cas ça a toujours été une continuité dans notre civilisation jusqu'à une période assez récente, disons. On peut dire qu'à partir des années 60 effectivement l'idéal héroïque commence à disparaître. Ça se voit aussi d'ailleurs dans l'art plastique, puisque jusqu'à en tout cas
peut-être la Seconde Guerre mondiale, on a fait énormément de sculptures pour les grands hommes, les grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est écrit sur le Panthéon. Bon, c'est des statues de grands hommes, etc. Et maintenant, on n'en fait plus. Maintenant, vous avez des carrés, des triangles ou des cylindres sur les places publiques. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est quand vous allez à Moscou, alors là, vous retrouvez des statues figuratives. Vous avez la statue de Zhukov, par exemple, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, qui se trouve, qui est à cheval, Yukov, oui, à cheval devant le Kremlin. Et plus récemment, alors ça a fait une certaine polémique, bon, une immense statue du prince Vladimir qui a christianisé la Russie, qui était prince de Kiev, donc en 1688, en 988. Et donc, il y a eu cette énorme statue de Vladimir qui brandit une épée et une croix parce qu'il a baptisé la Russie. Et donc, il est considéré comme le fondateur de la Grande Russie. Alors, c'était une façon aussi de polémiquer un peu avec l'Ukraine, l'État ukrainien. Mais quand j'ai vu cette statue, parce qu'elle est toute récente, elle est à peine d'il y a 1 an, ça m'a frappé parce qu'elle est vraiment immense. Elle est très guerrière et elle est très figurative. Idéalisée, bien sûr, mais très figurative. Et je me suis dit, c'est comme si en France, on faisait une statue de Clovis sur la place de la Concorde, n'est-ce pas, pour avoir baptisé la France. Bon, enfin, je veux dire, c'est assez peu vraisemblable dans l'immédiat. Assez peu vraisemblable dans l'immédiat. Donc le héros, d'abord, ce qui est frappant, c'est que c'est une figure humaine, c'est pas un principe abstrait. Et je fais partie du club de Valdaï, qui est un club de réflexion qui se réunit avec des experts internationaux un peu, et où vient le président Poutine chaque année. Et au club de Valdaï, il y a une brochure qui est sortie sur l'identité russe, le patriotisme, etc. Et à la fin de cette brochure, il y a un chapitre sur l'éducation aux héros, comment on va éduquer la population, et notamment la jeunesse à l'héroïsme. Et ils disent, c'est pas en présentant des principes abstraits qu'on va stimuler la vertu héroïque des jeunes, c'est en leur présentant des figures attachantes. Et donc c'est une série de personnalités. Alors cette série de personnalités, elle est tellement vaste qu'ils entendent héros au sens très large, hein, c'est-à-dire, nous on dirait les grands hommes plutôt, parce qu'ils mettront Dostoïevski dans les héros, etc. Il n'y a pas que les héros militaires, bien sûr, comme Alexandre Nevsky par exemple. Donc c'est repris donc dans le programme éducatif de la Russie actuelle. Et ils ont choisi délibérément donc de présenter, d'illustrer l'héroïsme à travers des grandes figures de l'histoire russe, et non pas de présenter des principes abstraits philosophiques autour de l'héroïsme. C'est quelque chose d'assez, à mon avis, d'assez significatif de l'idéal héroïque. Il s'incarne, c'est un idéal qui s'incarne, disons. Alors, il s'incarne évidemment peut-être plus en temps de guerre qu'en temps de paix, puisque en temps de guerre, bien sûr, l'héroïsme à l'origine est quelque chose de guerrier, c'est une valeur guerrière qui après s'est étendue, c'est un peu généralisé, disons, mais au départ, c'est vraiment quelque chose de guerrier, l'héroïsme. Et on le retrouve, alors en Russie, on le retrouve un peu partout. Par exemple, le drapeau de Moscou, le symbole de la ville de Moscou, c'est Saint-Georges terrassant le dragon. Alors Saint-Georges, c'est le type même du guerrier, évidemment, il a une lance et il tue le dragon. Donc c'est difficile de ne pas être plus... Alors c'est à la fois chrétien et guerrier en même temps. Donc des figures auxquelles je me suis intéressé dans mon livre parce que c'était les figures les plus immédiates si on veut, mais j'ai pas voulu remonter trop dans le passé. Donc j'ai pris l'exemple d'un certain nombre de grands résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai pris 6. Je raconte un peu leur vie, leur façon de voir le monde, etc. J'ai pris 2 résistants, c'est tous des militaires d'ailleurs, hein, à chaque fois il y a un amiral et un général. J'ai pris l'amiral Kolchak qui dirigeait l'armée blanche, le général Denikin qui a aussi dirigé l'armée blanche avant Kolchak. Alors Kolchak, il y a plein d'anecdotes sur lui qui sont évidemment, qui sont typiquement héroïques, je veux dire, et qui représentent, je dirais, esthétiquement quelque chose de frappant. Par exemple, Kolchak, c'est une histoire vraie. Il a fait tellement d'héroïsme pendant la guerre contre les Japonais, avant la Révolution de 17, donc la guerre russo-japonaise, qu'on lui avait remis un sabre en or. Et alors il avait ce sabre en or avec lui en permanence, et puis il y a une émeute une mutinerie sur son bateau. Et les soviets de marins vont vers lui et veulent lui prendre le sabre. Et à ce moment-là, il détache le sabre de sa ceinture, il prend le sabre, il crie « Ce qui vient de la mer retournera à la mer » et jette le sabre dans la mer. Voilà.
Alors il paraît que ça a tellement sidéré les émeutiers que du coup ils ont arrêté l'émeute. Et ils l'ont laissé s'échapper, parce qu'ils se sont emparés quand même du bateau. Mais il a eu la vie sauve, enfin apparemment grâce à ce... Les Russes aiment bien les gestes comme ça aussi, il faut dire. Peut-être que dans un autre pays ça n'aurait pas marché, mais enfin là ça a marché. Alors voilà pour Kolchak. Alors Kolchak, Dénikine aussi, il y a beaucoup d'histoires un peu de ce genre. Et c'est d'ailleurs un peu... je ne sais plus si c'est Dénikine ou Kolchak, c'est pour ça que je regarde, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Non, c'est pas Dénikine, c'est Kolchak qui a eu une fin extrêmement tragique parce qu'il a été trahi par un Français. C'est un peu triste. Hein. Il dirigeait les armées blanches en Sibérie et il y avait les Alliés qui étaient là contre les communistes. Il y avait des Anglais, des Américains, etc. qui se battaient aussi avec les armées blanches contre les communistes. Et le général français s'appelait Maurice Janin, c'était un socialiste. Et il commandait notamment les troupes tchèques. Il y avait un petit contingent tchèque. Et les Tchèques s'aperçoivent assez vite que Janin déteste Kolchak. Et effectivement, il le déteste tellement que Janin donne l'ordre aux Tchèques de remettre Kolchak aux soldats bolcheviks. Alors il est capturé par les bolcheviks, évidemment il est assassiné et son corps est jeté dans les eaux de Yenisseï, donc en Sibérie. Et alors quant à Janin, il est revenu en France, il a eu un blâme parce qu'on a vu c'est quand même pas très bien d'avoir trahi quand même le chef suprême de l'armée blanche contre les communistes, c'est pas bien. Enfin le gouvernement d'époque était radical, Janin était radical socialiste, bon tout ça. Entre frères, tout le monde s'entend bien. Et puis, finalement, Janin n'a eu aucun... Il a eu un petit blâme formel, quoi. Bon. Et puis, il a terminé sa carrière. Simplement, sa carrière s'est arrêtée. Hein. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, on lui a plus donné d'étoiles supplémentaires. Ça s'est arrêté vraiment. Enfin, tout ça n'est pas très brillant, il faut bien dire. Enfin, ça fait partie de l'histoire. Bon. Alors, donc les résistants, j'ai pris Kolchak et Dénikine. J'ai pris 2 Allemands aussi, qui sont très, très révélateurs de l'esprit du héros, justement. Alors, les deux Allemands, c'est Stauffenberg et Canaris, qui ont, dans les 2 cas d'ailleurs, trahi Hitler, hein, si je puis dire, parce qu'ils étaient persuadés qu'Hitler allait au désastre. C'est pour ça qu'ils l'ont trahi, c'est pas pour autre chose. Et je me suis intéressé surtout à Stauffenberg, qui est un personnage extrêmement intéressant. Il est très intéressant parce qu'il avait des idées qui restent aujourd'hui des idées tout à fait valables, je dirais, mais qui sont complètement hors de sujet en Allemagne. D'abord, quand il a été fusillé, il a crié « Vive la Sainte Allemagne ». Bon, c'est pas très laïque. Et puis, voilà, je vous lis juste un petit passage de Stauffenberg, parce que c'est très peu connu, mais enfin, si vous en voulez plus, vous verrez dans mon livre. Il rédigea une sorte de serment avant l'attentat, mais enfin il pensait que l'attentat marcherait évidemment. Nous nous réclamons intellectuellement et pratiquement des grandes traditions de notre peuple allemand qui par la fusion dans l'être allemand des racines helléniques et chrétiennes ont donné naissance à la civilisation occidentale. Nous voulons un ordre nouveau qui fasse de tous les Allemands les détenteurs de leur État, donc ça c'est l'aspect un peu démocratie directe de Stauffenberg, et qui leur garantisse droit et justice. Nous méprisons les mensonges égalitaristes, nous revendiquons la reconnaissance des rangs accordés par la nature. Nous voulons un peuple qui enracine les pouvoirs naturels dans la terre de la patrie, qui trouve son bonheur et sa satisfaction dans l'action des cycles de vie donnés, et surmonte d'une fierté libre les bas instincts d'envie et de jalousie. Bon, alors, il avait donc fait un petit cercle d'intellectuels, il avait fait un programme pour la nouvelle Allemagne, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, plus personne n'a le culte de Stauffenberg. Alors que là, vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de danger à défendre Stauffenberg, puisque c'est quand même lui qui a fait l'attentat le plus important contre Adolf Hitler. Bon, qui a échoué, certes, mais bon. Et j'en ai parlé avec des gens de l'AfD, vous savez, l'Alternative für Deutschland, qui est le nouveau parti allemand patriote, disons. Et ils m'ont dit, oui, Stauffenberg, bien sûr, on n'ose pas le mettre en avant parce que ça donnerait une image vraiment très réactionnaire, autoritaire, etc. Je lui dis, enfin, vous rigolez, enfin, il a fait des textes qui sont tout à fait remarquables. Oui, mais enfin, bon, je veux dire, il est quand même anti-nazi, vous n'allez pas me dire le contraire, on ne vous traitera pas de nazi si vous défendez Stauffenberg. Ah non, mais vous vous rendez pas compte du climat de terreur intellectuelle qui règne dans notre pays. Même Stauffenberg, on ne peut pas en parler. Dire personne n'en parle jamais, aucun homme politique allemand en parle, alors que, bon, compte tenu de ses services, si je puis dire, qu'il a rendu,
normalement, on devrait en parler. Et puis alors, du côté français, alors là, j'ai eu des débats avec... Parce que dès que vous faites quelque chose en France, vous avez des débats, étant donné que les Français se divisent entre eux. Ils adorent en particulier la guerre civile, les Français. Alors j'ai pris deux personnes qui sont évidemment... qui font l'objet, bien sûr, de polémiques, c'est évident, mais enfin, je les ai quand même pris. J'ai pris le général de Gaulle, bon, un petit peu influencé probablement par mes contacts franco-russes, puisque je m'occupe beaucoup de politique franco-russe, et en Russie, de Gaulle, c'est la porte de tout ce qui est bien. Et ça, il n'y a pas plus gaullistes que les Russes. Donc, mais j'ai repris, par exemple, le portrait de l'homme de caractère de Gaulle dans le fil de l'épée, bon, qui est un portrait d'un héros en réalité, donc un certain nombre de choses comme ça. Il a défendu l'héroïsme dans son livre. Et puis, j'ai pris l'amiral Thierry d'Argentlieu, donc qui était avec lui, évidemment, mais qui est un cas très intéressant parce qu'il est à la croisée, justement, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du spirituel et du temporel, du religieux et du politique. Thierry d'Argentlieu a une carrière tout à fait... il mériterait un film, d'ailleurs, tellement c'est étonnant, sa carrière, puisqu'il était officier de marine. En 1940, il s'échappe en Angleterre sur un petit bateau de pêcheurs. Ensuite, il devient un adjoint du général de Gaulle. Il devient très très vite le chef de la marine de la France libre. C'est lui. Alors il y a des débats aussi là-dessus, mais enfin, de Gaulle dit que c'est lui qui a trouvé la croix de Lorraine. Bon, parce qu'il voulait opposer à la croix nazie une croix chrétienne. En fait, il était très chrétien. Donc ils ont mis la croix de Lorraine. Une chose qui est peu connue aussi, c'est que le général de l'Armina et d'Argentlieu ont fait pression auprès de Gaulle pour que la devise de la résistance ne soit pas liberté, égalité, fraternité, parce que pour eux c'était une devise politique. Mais je crois que ça leur plaisait pas fondamentalement, je crois, indépendamment de ça. Et donc la devise, pendant un an, la devise de la résistance officiellement a été honneur et patrie. Oui. Ça a duré un an. Et puis au bout d'un an, il y a eu de telles pressions, notamment de René Cassin, pour qu'on reprenne liberté, égalité, fraternité, qui était la devise de la République française. Bon, c'était un peu difficile aussi de l'éliminer. Et donc la résistance a abandonné cette... Mais alors, oui, donc, pour dire quelques mots encore du général amiral d'Argentlieu, qui était tellement couvert de médailles quand dans la marine, on se moquait de lui en disant « tiens lieu d'argenterie ». Et l'amiral d'Argentlieu, Thierry d'Argentlieu, donc... oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a fait d'abord la guerre de 14 sur un bateau, ensuite, officier de marine, il devient carme, donc moine, il abandonne tous ses titres militaires, il devient moine, et puis en 40, en réalité, il est incorporé parce qu'il y a la guerre. Et à ce moment-là, bon, il retourne sous l'uniforme, et c'est là où il s'échappe en Angleterre. Bon. Après la fin de la guerre, alors à la fin de la guerre, De Gaulle le nomme gouverneur de l'Indochine. Et là, il entre en conflit avec Leclerc. Alors, il y a encore des polémiques autour de ça, parce qu'il y a ceux qui défendent Leclerc, ceux qui défendent d'Argentlieu, sachant que Leclerc était pour des compromis, il a peut-être raison, j'en sais rien, mais enfin, il était pour des compromis avec les communistes, et d'Argentlieu ne voulait pas en entendre parler, évidemment. Et alors, finalement, il est viré, en 1949, de son poste de gouverneur par le gouvernement Cueil, je crois, enfin, un gouvernement de la 4e République. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne au Carme, évidemment. Il devient supérieur des Carmes pour toute la France. Et il termine sa vie, donc, dans le clergé. Donc, c'est un personnage qui est vraiment à cheval sur ces deux vocations où il faut beaucoup sacrifier pour accepter d'être dedans, de façon très différente, c'est vrai, à savoir l'armée et puis la religion. Voilà, alors j'ai fait un peu les portraits de ces résistants parce que je me suis dit finalement l'héroïsme ça se voit à travers les vies des gens, leur attitude dans des événements exceptionnels. Donc je vais pas faire un discours abstrait sur l'héroïsme, ce serait un peu paradoxal puisque l'héroïsme vit au contraire de l'incarnation des héros. Et donc j'ai fait ça. Alors ensuite par contre je me suis rattrapé, j'ai pensé qu'il fallait quand même avoir une réflexion philosophique sur l'héroïsme. Et donc j'ai fait un chapitre sur héroïsme et philosophie. Et dans le cadre de ce chapitre, ça m'a permis de rappeler en quoi, effectivement, le christianisme avait repris à son compte l'héroïsme. Alors, ça m'a permis de faire des petites recherches de textes très intéressantes, d'ailleurs, surtout avec le pape actuel, où vous avez un certain nombre de paroles du Christ rapportées, surtout par Matthieu, d'ailleurs, essentiellement, mais qui évidemment sont assez décoiffantes pour ceux qui voient dans le christianisme un pacifisme acharné. Par exemple, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre,
Je ne suis pas venu y apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. En fait, quand il parlait de la paix, il parlait de la paix intérieure de l'âme, à mon avis, quand on voit bien les textes. Ça a été tripatouillé, ça. Le royaume des cieux se prend par la violence et ce sont les violents qui l'emportent. Matthieu 11, 12. Donc la violence n'est pas condamnée, apparemment. Celui qui n'est point avec moi est contre moi. C'est toujours Matthieu d'ailleurs. Ensuite, alors ça c'est encore plus frappant puisque, comme vous le savez, le pape François est contre la peine de mort. Vous avez ce texte, Dieu a fait ce commandement, honorez votre père et votre mère, que celui qui aura outragé de parole son père et sa mère soit puni de mort. Alors moi je veux bien que le pape soit au-dessus des évangiles, mais enfin c'est bizarre. Bon, Il n'a peut-être pas lu, ça. oui, mais enfin quand on est pape c'est un peu embêtant. Alors, il y a bien sûr le passage où Jésus est violent, c'est quand il rentre dans le temple et puis il voit tous les vendeurs qui achetaient, qui vendaient des biens, etc. Il renversa les tables des changeurs et les bancs de ceux qui vendaient des colombes, Matthieu 21, 12. À chaque fois, j'ai des citations très très précises, hein, et il est parfois extrêmement violent. Pourquoi ? Parce qu'il estime que les deux piliers finalement du christianisme, c'est l'amour charitable, ça c'est sûr. Mais le deuxième pilier, c'est la lutte contre le mal. Et la lutte contre le mal, c'est un combat guerrier. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, à mon avis, le christianisme a essayé de christianiser le culte de l'héroïsme et ne l'a pas écarté. Mais il y a eu toujours des tendances à l'intérieur de l'Église pour essayer de se débarrasser du deuxième pilier, c'est-à-dire la lutte contre le mal, et pour faire un christianisme, je dirais, pacifiste en quelque sorte, et on voit ça notamment au XXe siècle. On ne le voit pas non plus beaucoup en Russie, hein, ni en Pologne d'ailleurs, mais enfin c'est plutôt en Occident qu'on voit ça. Alors, enfin je ne me limite pas à citer des textes sacrés, bien entendu, j'ai fait une petite réflexion sur l'héroïsme. Alors on peut dire de façon plus générale que là j'ai repris... deux grands philosophes que j'aime beaucoup, qui parlent de l'héroïsme évidemment, c'est d'abord Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Le personnage de Zarathustra est un personnage qui fait l'éloge de l'héroïsme, d'un bout à l'autre du livre pratiquement. Et Zarathustra, dans le prologue, vous savez, dit « Je vous présente le dernier homme, c'est l'homme décadent ». Et l'homme décadent, il tient toute une série de propos du style pacifiste, du style, c'est même, enfin c'est très curieux parce qu'on a l'impression d'une description d'une société, disons, de hippies au XXe siècle. Alors il faut un peu de poison pour bien dormir, beaucoup de poison pour mourir, enfin c'est la drogue bien entendu, et puis tout est comme ça. C'est très curieux ce texte, alors ça je vous conseille de vous y reporter si vous voulez, moi je l'ai largement cité dans l'ouvrage. Donc Friedrich Nietzsche, oui évidemment, oppose... La thèse de Nietzsche est souvent très mal comprise. Nietzsche, c'était pas ce qu'on croyait, ce qu'on croit généralement, et notamment la critique de gauche l'interprète, à mon avis, de façon vraiment complètement biaisée. Parce que la critique de gauche consiste à dire Nietzsche a voulu balancer toutes les traditions de la vieille bourgeoisie, quoi. Bon, c'est quand même pas tout à fait ça, c'est une lecture un peu bizarre. Nietzsche, en fait, il voulait... il considérait... c'est ce que dit Zarathustra au début de son prologue, il dit Dieu... Non, l'homme est un pont entre la bête et le surhomme. Et il dit, c'est un pont très dangereux parce qu'on peut tomber du pont, on peut reculer en arrière et on retourne au niveau de la bête. Et puis si on est suffisamment vaillant, on peut aller de l'avant et aller jusqu'au surhomme. Et il explique dans d'autres textes que pour lui, il a été obligé de prendre la figure du surhomme pour mettre quelque chose au-dessus de l'homme. Parce qu'il s'est dit, il faut que l'homme ait quelque chose au-dessus de lui pour se dépasser, sinon il va régresser au niveau de l'animal. Et il dit, autrefois, il y avait Dieu. Alors Dieu, c'était commode, parce qu'on se raccrochait à Dieu, et ça évitait de devenir un animal, quoi, finalement, avec toutes les disciplines du christianisme, etc. Et il dit, mais maintenant, Dieu est mort. Ça, c'est la thèse de Nietzsche. Dieu est mort dans la conscience des gens, il veut dire. Et on ne peut pas le ranimer, d'après lui. Alors, il dit donc, par conséquent, j'ai mis le surhomme à la place de Dieu parce qu'il faut toujours qu'il y ait un idéal au-dessus de l'homme parce que sinon c'est épouvantable, l'homme va régresser au niveau de l'animal le plus vil et éventuellement même le plus criminel aussi. Donc pour Nietzsche, disons, il n'y a pas d'autre vie saine pour un être humain que de tendre vers l'héroïsme, peut-être pas être un héros, mais de tendre vers l'héroïsme, oui, ça c'est sûr. Donc de ce point de vue-là, il est tout à fait dans la tradition, je dirais, occidentale, mais dire Nietzsche est
un lecteur permanent des Grecs, des tragiques, etc. Et donc, évidemment, il se situe aussi dans ce cadre-là. Il n'y a pas que le Nietzsche de rupture, disons, qui est retenu à gauche, il y a aussi le Nietzsche de la continuité. Et puis Heidegger. Alors Heidegger, qui d'ailleurs a beaucoup dialogué avec Nietzsche dans plusieurs de ses ouvrages, Heidegger a une thèse extrêmement critique à l'égard du monde moderne, qui lui a valu beaucoup d'ennemis. Il dit que le capitalisme, le communisme et le fascisme, tout ça, c'est tout aussi mauvais l'un que l'autre, parce que c'est le Gestell, dit-il. Alors le Gestell, c'est un mot allemand, évidemment, qui veut dire d'ailleurs en réalité un échafaudage, ou un squelette, mais Heidegger ne le prend pas dans ce sens-là. Il dit le Gestell, c'est un système, finalement, dans lequel vous êtes plongé et qui vous impose d'autorité l'utilitarisme. C'est-à-dire toute personne qui se laisse entraîner par le monde moderne et qui devient purement utilitariste, qui ne pense qu'à gagner de l'argent, qui ne pense qu'à gagner des utilités, etc., donc incapable de se sacrifier soi-même à un idéal quelconque, bien sûr. Les gens qui sont utilitaires sont dans le monde moderne décadent. Et pour lui, on traduit souvent Gestell par, mais enfin en français c'est un peu spécial, arraisonnement utilitaire. Arraisonnement, ça veut dire dictature finalement, un espèce de mouvement autoritaire qui vous entraîne vers l'utilitarisme. Et il dit l'homme, alors c'est un disciple d'Aristote, essentiellement Heidegger, largement, pas totalement, mais largement. Et donc il dit l'homme, il n'a pas qu'une vie comme un animal, il a une existence qui a du sens, donc côté existentialiste, si on peut dire, d'Heidegger. Et il dit, et cette existence, elle se situe au centre de 4 pôles. Alors il dessine des croix, puis il met les 4 pôles. Alors les 4 pôles, c'est quoi? Alors c'est la divinité. Alors on peut dire la divinité, alors c'est Dieu, normalement, enfin chez les chrétiens c'est Dieu. Ça peut être la divinité dans un sens peut-être plus abstrait, un peu comme Nietzsche l'a fait avec le surhomme, enfin en tout cas quelque chose qui dépasse l'humanité, qui est transcendant, une transcendance, en tout cas une transcendance divine. Ça c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est l'être humain lui-même. Le troisième qui correspond à la cause efficiente d'Aristote, bon, le premier pôle correspond à la cause finale d'Aristote. Ensuite il y a la cause formelle, ça c'est ce qu'il appelle le ciel, c'est-à-dire les valeurs morales supérieures, comme le sens de l'honneur, par exemple. Et puis, il y a ce qu'il appelle la terre, c'est la cause matérielle d'Aristote. La cause matérielle, ce sont les racines, en fait. L'homme vit à travers ses racines. Et alors, on en tire tout un style de vie de cette analyse qui peut paraître un peu spéciale, disons, de Heidegger. Il dit l'homme a des racines qu'il peut rejeter ou accepter. Mais s'il les accepte, il peut tirer de ses racines une mission qui va donner du sens à sa vie sur Terre. Et entre quelqu'un qui a une mission dans sa vie et quelqu'un qui n'a pas de mission, ça change du tout au tout. Celui qui a une mission, évidemment, va s'élever au-delà de lui-même parce qu'il va avoir des tas de choses à accomplir et il va donc s'améliorer. Celui qui n'a pas de mission risque d'être emporté justement par le matérialisme et l'utilitarisme et puis terminer sa vie dans la médiocrité. Alors, les racines donnent une mission, les missions donnent une tenue, ça c'est très essentiel. La tenue, c'est-à-dire, c'est pas uniquement la tenue physique et vestimentaire. Dans l'armée, c'est très important cette tenue, bien sûr. C'est la tenue, mais enfin tout est lié. C'est la tenue mentale aussi, la tenue morale, c'est-à-dire se sentir obligé en quelque sorte par sa mission. C'est un peu noblesse oblige, vieille devise de l'aristocratie française. Donc vous avez les racines dans lesquelles on puise pour trouver sa mission, la mission qui vous oblige à avoir une certaine tenue, la tenue qui vous permet de vous discipliner, de vous améliorer de telle façon que vous allez devenir d'une qualité telle que vous allez pouvoir faire des exploits historiques. Ça c'est le héros vraiment. Et puis voilà, vous avez fait le tour des quatre pôles d'Heidegger, donc l'existence telle qu'il la voit. Et il dit le monde moderne, c'est la destruction de ces 4 pôles. C'est-à-dire qu'à la place de la divinité, de la transcendance, de Dieu, etc., on a mis l'ego. L'ego et ses caprices, les caprices de l'homme, qui viennent généralement de son cerveau reptilien, c'est-à-dire de la partie la plus basse qui est en lui. Il dit après, alors tout ça c'est habillé par des très beaux mots, bien sûr, et c'est pour ça qu'Heidegger s'est fait détester, comme Nietzsche un peu d'ailleurs,
pour des raisons un peu différentes, parce que lui n'est pas anti-chrétien contrairement à Nietzsche, mais il savait détester, parce que les droits de l'homme, bah, c'est les droits du voyou, les droits de la canaille, qui sont magnifiés. Et effectivement, quand vous regardez bien la jurisprudence des tribunaux qui se spécialisent dans les questions de droits de l'homme, c'est un peu la conclusion à laquelle vous êtes obligé d'arriver. Moi, il m'arrivait souvent d'étudier ça. La Cour européenne des droits de l'homme, un certain nombre de ces arrêts sont carrément scandaleux. Je pense à l'arrêt sur les pirates somaliens, par exemple. C'est quand même des pirates, donc des gens qui tuaient des gens pour s'emparer de nos bateaux de commerce. Et on a mis des bateaux de guerre à côté pour protéger nos bateaux de commerce. Et il y a un de ces bateaux de guerre qui a capturé un bateau de pirates avec tous les pirates qui étaient dessus. Et on les a mis à fond de cale. Ensuite, ce bateau, c'est dans la région de Djibouti, hein, donc il a fallu qu'il revienne en France, ça prend quand même un certain temps, à travers la mer, etc. Quand il est arrivé en France, les pirates ont été déférés à un tribunal, à un juge. Et là, ils avaient de bons avocats, apparemment, qui ont fait observer que dans la charte des droits de l'homme, de la Commission européenne des droits de l'homme, dans cette charte, il est prévu que dès qu'on arrête quelqu'un qu'on suspecte pour un crime quelconque, on doit le déférer à un juge dans les, je crois, 48 heures. Et là, le délai de 48 heures n'a pas été respecté puisqu'ils étaient en mer. Et alors, les juges de Strasbourg, tout simplement, ils ont dit, voilà, la France n'a pas respecté le délai de 48 heures. Et donc, dans ces conditions, on doit, alors le contribuable français doit 6 000 € à chaque pirate. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Là, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'idéologie des droits de l'homme qui est au service des voyous. Alors, il y avait quelqu'un qui avait senti ça, d'ailleurs, à son époque, hein, pourtant c'est beaucoup plus ancien, mais je crois qu'il avait la préscience de beaucoup de choses. C'était Hergé. Dans Tintin en Amérique, si vous regardez le discours du chef du syndicat des gangsters, il est très intéressant ce discours. Il y a le syndicat des gangsters et tous les gangsters de Chicago sont rassemblés et ils dénoncent Tintin qui menace leur liberté d'exercer leur métier. Donc c'est un ennemi des libertés, Tintin, c'est épouvantable, il ne respecte pas les libertés américaines. Et en plus il dit, si Tintin continue, il a déjà fait mettre en prison plusieurs de nos éminents collègues et si ça continue, ça va s'aggraver de plus en plus. Et c'est pratiquement notre dignité de citoyen américain qui va être remise en cause par ce personnage, quoi. Donc il faut le tuer. Et il montre bien dans le discours du président du syndicat des gangsters cette espèce de rhétorique américaine moraliste qui consiste à dire nous défendons la liberté, la dignité, etc. Et au nom de ça, on justifie n'importe quoi. On justifie Guantanamo, enfin on justifie plein de choses qui n'ont rien à voir évidemment avec les droits de l'homme classiques, ça c'est sûr. Alors, voilà, donc dans ce chapitre sur héroïsme et philosophie, j'ai traité un peu de tous ces sujets-là. Et j'ai montré donc que dans le Gestell, c'est-à-dire le monde moderne, donc Dieu est remplacé, enfin Dieu ou la transcendance est remplacée en tout cas par l'ego et par les caprices de l'ego. Le sens de l'honneur qui sert un petit peu d'axe, si je puis dire, à la morale héroïque, notamment militaire, vous savez, honneur et patrie, ça c'est une devise de l'armée française, notamment de la marine. Donc le sens de l'honneur est remplacé par l'argent. L'argent devient la valeur suprême. Alors la preuve que l'argent est la valeur suprême, c'est pas affirmé dans les textes de cette façon, bien sûr, mais ça revient à ça. C'est que vous constaterez que dans les textes de la législation moderne, il y a toute une série de textes antidiscriminatoires. On ne doit pas discriminer. On ne doit pas discriminer selon la nation, selon la race, selon la religion, selon... Bon. Et toute forme de discrimination est tout à fait coupable parce que ne respectant pas l'égalité entre les citoyens et les droits de l'homme. Et il n'y a qu'une seule discrimination qui est autorisée dans la société moderne dans laquelle nous vivons, c'est la discrimination par l'argent. Si demain je veux faire un club où il n'y aurait que des gens de race blanche, bon, ce sera très mal vu. Si je fais un club disant il n'y aura que des nationaux, pas d'étrangers, bon, ça sera peut-être... Juridiquement, on ne peut rien faire contre moi, mais ce sera aussi mal vu. Mais si je fais un club disant les membres de mon club devront tous gagner 1 million d'euros par an, sinon ils ne pourront pas être membres du club, tout le monde applaudit, c'est parfait. C'est le Rotary. Donc voilà, donc c'est l'argent. Alors le premier pôle, donc c'est l'ego, le deuxième pôle, ça devient l'argent, le troisième pôle, c'est la masse qui s'oppose évidemment à la qualité, à l'homme de qualité, si je puis dire, à la personnalité. On ne veut surtout pas de personnalité, les personnalités sont... elles gênent le commerce presque à la limite, hein, donc on n'en veut pas. Et puis enfin, le quatrième pôle, le pôle matériel, donc c'est les racines sont éliminées par la technique, dit Heidegger. Non pas la technique au sens classique, c'est-à-dire Heidegger n'a rien contre, je veux dire, les découvertes techniques
qui sont le propre du monde moderne, mais simplement la technique transformée en idéal, en quelque sorte, en idole. C'est-à-dire la technique devient une idole. Et tout ce que peut faire la technique doit être réalisé. Donc si par la technique on peut arriver à transformer les hommes en femmes, les femmes en hommes, si on peut arriver, c'est tout le problème du monde transgénique et toutes ces choses-là. Et donc la technique se retourne à ce moment-là contre la nature humaine. Et donc Heidegger dénonce ça. Alors il dit, voilà, dans ce monde qui est dirigé par l'ego, l'argent, les masses et la technique, c'est un monde qui devient en fait profondément inhumain. Il dit, et l'homme est réduit à une matière première pour l'économie, pour le système technico-économique. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que l'homme devient une matière première que ça se retrouve dans le vocabulaire. Par exemple, il y a quelques dizaines d'années, où cette évolution philosophique n'était pas arrivée jusqu'à son terme, vous aviez dans les entreprises françaises des directions du personnel. Et dans le mot personnel, il y avait le mot personne. Donc la dimension humaine était présente. Et on a remplacé ça par la direction des ressources humaines. Parce que les ressources humaines sont mises sur le même plan que les ressources énergétiques, que les ressources en matière première, etc. Et comme toutes les ressources économiques, il faut qu'elles soient parfaitement mobiles pour faciliter le commerce. Donc il ne faut surtout pas qu'elles aient de racines. Alors, donc on veut des hommes sans racines. Il ne faut pas qu'ils aient de racines culturelles, de racines nationales, de racines religieuses, de racines raciales, etc. Enfin, toutes les racines, d'une façon générale, sont détestées parce qu'on veut des hommes qui soient parfaitement mobiles et parfaitement nomades, en quelque sorte. Voilà, donc c'est un être humain diminué, en quelque sorte, qui n'a pas de racines, qui n'a plus d'éthique véritable, puisque c'est l'argent qui finit par l'emporter sur l'éthique, qui n'a pas de spiritualité, évidemment, puisqu'il concentre tout dans son ego, et son ego lui-même, on le sait par la structure anthropologique de l'homme, on sait que l'homme est un être très dangereux, c'est ce que disent les Grecs d'ailleurs, à cause des fameux 3 cerveaux. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes 3 cerveaux. Le cerveau reptilien que nous avons en commun avec les crocodiles, le cerveau intermédiaire qui est le cerveau affectif, que nous avons en commun avec les mammifères supérieurs, qui nous permet d'avoir des sentiments, et puis qui nous permet d'avoir le sens moral. Le sens moral se trouve à ce niveau-là. Puis il y a le 3e cerveau qui est le cerveau purement intellectuel, qui permet la pensée abstraite, le langage, etc. Et les spécialistes d'anthropologie, ou ceux qui ont voulu diffuser leur travail, comme Arthur Koestler, par exemple, dans son livre Le cheval et la locomotive, eh bien, tous ces anthropologues montrent que il n'y a pas de coordination parfaite entre ces 3 cerveaux. Normalement, le cerveau intellectuel doit s'appuyer sur le cerveau affectif pour diriger le cerveau instinctif, le cerveau reptilien. Mais on peut avoir des combinaisons différentes. Si le cerveau reptilien et le cerveau affectif se mettent d'accord pour détruire l'utilité du cerveau intellectuel et le marginalisent complètement, on aura ce qu'on appelle la sauvagerie. Mais il y a un phénomène encore pire que la sauvagerie, c'est la barbarie. Alors la barbarie, c'est quand le cerveau intellectuel justifie l'agressivité du cerveau reptilien. C'est ce qu'on voit notamment dans les crimes de Pol Pot, etc., les régimes totalitaires, etc., où on assassine des gens par milliers, au nom d'une doctrine, au nom d'une pensée. Bon. Donc c'est la pensée qui sert à justifier le meurtre. Et par contre, qu'est-ce qui est éliminé dans ce schéma barbare? C'est le cerveau affectif. Ce cerveau affectif contient la morale, contient la pitié, contient un certain nombre de choses comme ça qui empêcheraient le meurtre de masse. Le problème du monde moderne, justement, c'est que il n'est pas fondé du tout sur cette façon de voir l'être humain, qui est la réalité, en fait. Et on imagine l'être humain comme étant composé essentiellement d'instinct et de raison. Donc on oublie complètement la fonction morale et la fonction affective. Et les instincts doivent être libérés, c'est bien connu, c'est ce que disait mai 68. Et la raison est là, au fond, pour justifier les instincts. C'est-à-dire la raison est là pour trouver de bonnes raisons pour justifier de mauvais instincts, en quelque sorte. Et donc ça c'est la décadence en marche. Et on le voit dans les statistiques criminelles, alors que je connais un peu parce que j'ai travaillé beaucoup au ministère de l'Intérieur. On avait en France en mai 68 1 500 000, enfin pas en mai d'ailleurs, en 1968 sur l'ensemble de l'année, 1 500 000 crimes et délits. Aujourd'hui on a 4 500 000 crimes et délits, donc c'est 4 fois plus. Ça s'explique en partie, c'est vrai, par les populations déracinées de l'immigration, mais pas totalement. Pas totalement. Donc c'est surtout un affaissement moral de l'ensemble de la société qui s'est produit. Alors je continue ensuite pour montrer l'inverse de l'héroïsme, si je puis dire, dans mon livre, donc en parlant du narcissisme et de la barbarie intérieure, mais là j'en ai déjà pas mal parlé. Le narcissisme est typique du monde actuel.
ce qui fait que les gens ne pensent plus qu'à eux, à leur moi, avec une variante curieuse d'ailleurs, parce qu'elle a beaucoup de succès, notamment commercial, c'est l'idéologie thérapeutique. C'est l'idée que la vie consiste, est une immense thérapie. Il faut tout le temps consulter des thérapeutes pour essayer de se sentir mieux dans sa peau. Bon, moi, j'ai remarqué, je me souviens quand j'étais à Mayotte, notamment, j'ai fait des inspections pour le compte du ministère de l'Intérieur, les gens que j'ai vus le mieux dans leur peau, c'était les légionnaires de la Légion étrangère qui me recevaient à déjeuner souvent et qui devaient partir ensuite en Afghanistan. Bon, ils n'avaient pas une vie facile, mais ils étaient bien, on sentait qu'ils étaient vraiment droit dans leurs bottes, ils étaient équilibrés, etc. Et les dingues, les cinglés, on les voyait plutôt dans la vie civile et souvent dans les postes les plus planqués, comme par hasard. Bon. Donc, le narcissisme, c'est un des éléments très... Alors, le narcissisme fait les ravages, bien sûr, mais ça, je n'ai pas besoin de le développer beaucoup, c'est évident, dans la vie politique du monde moderne, évidemment. Au lieu d'avoir des gens, évidemment, qui se sacrifient pour la patrie, on a plutôt... Alors, l'ENA est un bon exemple de cette décadence-là, parce que quand l'ENA a été créée par des résistants. Et la première promotion s'appelait France Combattante, elle était composée entièrement de résistants. Et donc France Combattante, c'était un petit peu le slogan de l'ENA en 1945. Et puis aujourd'hui, ça serait plutôt carrière méritante, quoi. C'est un peu différent. Donc la centralisation des préoccupations sur l'ego, sur les amoureux d'eux-mêmes, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est terrible dans notre société. Qui explique d'ailleurs les fondements de la natalité aussi. Parce que pourquoi s'embêter avec des enfants, des bébés, etc. Si on s'aime soi-même, ben autant s'occuper que de soi. Alors, mon dernier thème, ça va être la trahison des élites et l'héroïsme au sein du peuple. Bon, là, je vais être un peu plus bref, d'autant plus que je reprends ça dans un cycle de conférences cette année consacré à la nouvelle lutte des classes. Y a-t-il une nouvelle lutte des classes? Bon, donc, je fais une conférence, la prochaine aura lieu le 28 novembre, à 19h, 120 Champs-Élysées. Et donc, la trahison des élites, bon, bah, vous imaginez assez ce qu'on peut dire dans ce cadre-là. On n'a pas spécialement des élites héroïques aujourd'hui, ça se saurait. Et l'héroïsme au sein du peuple, alors je vois deux formes d'héroïsme au sein du peuple, c'est-à-dire l'héroïsme par vocation. C'est des gens qui ont choisi par vocation une profession qui vous oblige à certains moments de votre carrière d'être héroïque. Bon, c'est les brigades de nuit de la police judiciaire, c'est les juges antiterroristes qui vivent avec 15 gardes du corps autour d'eux. Voilà, tout ça, c'est des gens qui sont face à des défis tels qu'ils sont obligés d'avoir une attitude plus ou moins héroïque, ou sinon il vaut mieux faire autre chose, quoi. Donc ça, c'est l'héroïsme par vocation. Les militaires, bien entendu, enfin surtout dans les corps d'élite, mais on peut en trouver dans d'autres domaines. On peut en trouver dans l'enseignement. Certains enseignants de banlieue, par exemple, sont amenés à mener parfois des vies héroïques dans certains cas, dans certains jours où ils sont assaillis par des voyous. Des médecins aussi, des médecins dans les hôpitaux, là aussi, où il y a des minorités qui viennent agresser les docteurs à l'intérieur des hôpitaux. C'est pas des inventions, hein, c'est connu. Donc des héros, il peut y en avoir dans toutes sortes de professions, mais il y a des professions évidemment qui vous portent plus à ça que d'autres professions. Et puis vous avez une autre catégorie de gens, alors c'est ceux qui sont victimes. Alors eux, c'est pas des héros par vocation, mais c'est ils sont victimes de la situation dans laquelle ils sont plongés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des zones où il y a une criminalité considérable, où il y a une immigration non intégrée qui pose véritablement des problèmes, le chômage, toute une série de difficultés de ce genre. Et toutes ces victimes, alors il y en a qui s'effondrent bien sûr, mais enfin il y en a qui arrivent à tenir tête, et c'est une forme d'héroïsme quotidien aussi qu'on ne peut pas totalement négliger. Donc voilà, alors ensuite je me suis posé des questions sur le retour des héros. Est-ce que le retour des héros est possible? Moi je pense qu'on y va nécessairement, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de retour des héros, il faut qu'il y ait tragédie. Et les tragédies, elles sont en train d'arriver, dans le monde occidental en tout cas. Donc plus la situation sera difficile, et plus on verra des héros apparaître. Alors, dans ce chapitre qui est terminaux sur... j'ai fait un chapitre sur la spiritualité et l'héroïsme aussi pour montrer qu'il y avait des points communs. Bon. Mais pour le retour des héros, j'ai voulu montrer un petit peu ce qui était l'antithèse, disons, du comportement héroïque dans certains romans. Et j'ai pris l'exemple, je vais terminer là-dessus parce que c'est amusant, un roman de très grand écrivain russe qui s'appelle Bulgakov, qui a fait un livre qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Alors le maître, c'est
C'est une allusion à, bien sûr, à, comment il s'appelle, Faust. C'est une allusion à Faust. Et dans Le Maître et Marguerite, Bulgakov décrit un personnage tout à fait étrange qui est en fait le diable. Mais il est comme vous et moi, enfin il ressemble à un être humain. Au début du livre, il rencontre deux académiciens soviétiques, puisque le livre se passe sous Staline, Bulgakov écrivait sous Staline. Les deux académiciens discutent. Il y a le plus jeune qui dit « Je suis en train de faire une thèse pour démontrer que Jésus-Christ n'a jamais existé ». Et le vieux lui donne des conseils là-dessus. Et alors, il y a un type qui s'approche d'eux et qui dit « Excusez-moi, on ne devrait pas se mêler de la conversation des autres, paraît-il. Mais c'est passionnant ce que vous dites, ça m'intéresse beaucoup. Vous pensez que Jésus-Christ n'a jamais existé » Alors les autres disent « Oui, on l'a vraiment démontré, avec un certain nombre d'éléments archéologiques, historiques, etc. On a presque fait notre démonstration. » Il dit, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites là, vous voyez, parce que je crois que vous vous trompez profondément. Jésus-Christ existait. Alors les autres disent, mais qu'est-ce qui vous permet ça? Quels sont vos titres scientifiques pour dire ça, etc. Et il dit, oh, mais il n'y a pas besoin de titres scientifiques, c'est évident. C'est évident. Pourquoi c'est évident? Bon, parce que j'ai beaucoup discuté avec lui à l'époque où il était avec Ponce Pilate. Ah oui, parce qu'il est le diable, alors, il était à toutes les époques en même temps. Alors les autres se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il est bizarre, il faudrait le signaler à la milice. Et alors, évidemment, comme il voit dans les pensées des gens, il dit « Vous voulez téléphoner à la milice me concernant? Oh là, c'est pas gentil, ça, etc. Mais, bon, écoutez, je suis oublié. Dieu, à votre avis, il existe ?» Alors les types disent « Non. » Le diable, il existe? Et ils disent « Non. » Il dit « Mais vous êtes des gens extraordinaires. À chaque fois qu'on vous parle de quelque chose, vous dites qu'il n'existe pas. Mais ayez au moins la bonté de me dire que le diable existe. » Les autres ne veulent pas. Et alors là, il commence à s'énerver un peu, évidemment, il est le diable. Et il dit « Vous savez... ça ne tient pas debout votre thèse, parce que si Dieu n'existe pas, alors qu'est-ce qui met de l'ordre dans le monde? » Alors les types répondent, les hommes. Ce sont les hommes qui eux-mêmes mettent de l'ordre dans le monde. Il dit, mais pour que les hommes mettent de l'ordre dans le monde, il faudrait qu'ils puissent prévoir l'avenir. Or, vous ne prévoyez pas l'avenir, vous ne savez même pas ce que vous ferez ce soir. Alors il y a l'académicien soviétique qui dit, comment ça, je ne sais pas, je sais très bien ce que je vais faire. Je vais prononcer un exposé devant les académiciens. Non, vous ne le ferez pas. Et pourquoi? Mais parce qu'on va vous couper la tête. Quoi, vous savez de quoi je vais mourir? Bah oui, on va vous couper la tête. Mais qui va me couper la tête? Des ennemis? Ah non, pas des ennemis, non, ça va être une fille des Komsomol, donc des jeunesses communistes, qui va vous couper la tête. Alors, il dit, oh, c'est un très mauvais goût ce que vous dites là. Et puis il s'en va, il prend le tramway, et il glisse sur le quai du tramway, il tombe sur les rails, et le tramway lui coupe la tête. Et au moment même où le tramway arrive sur lui, qu'est-ce qu'il voit? La conductrice du tramway, c'est une fille des Komsomol. Alors il y a le petit jeune qui voit ça, qui dit, mais c'est incroyable ce type. Alors il veut dénoncer le personnage. Il va donc à la milice, il raconte ce qui s'est passé, et à ce moment-là, on le fout dans un asile de fous, évidemment, on est en Union soviétique. Et alors, dernier point, parce que c'est quand même assez rigolo, alors il a des adjoints, le diable. Et alors ces adjoints, c'est extrêmement bien vu. Son principal adjoint, c'est un avocat. Parce que l'avocat peut transformer le mal en bien, il peut transformer le bien en mal. Avec du talent, bien sûr. Donc, il est parfait pour le diable, c'est exactement ce qu'il lui faut. Donc c'est son adjoint numéro 1 qui s'appelle Korofiev, et qui est totalement relativiste, qui croit en rien, évidemment, et puis qui transforme le bien en mal et le mal en bien. Et puis alors ensuite, il y a un chat noir géant, savant, qui s'appelle Begemoth, qui lui fout le feu partout. C'est un tueur en quelque sorte qui travaille également pour le compte du diable. Et puis il y a une jeune fille toute nue qui représente, si je puis dire, les bienfaits de la société de consommation. Tout ça, donc on voit que toute l'équipe du diable, en fait, ça correspond vraiment à des éléments de la vie moderne. Voilà, alors, je terminais sur ce truc de Bulgakov, parce que je trouve qu'il est amusant, mais en résumé, je dirais que l'héroïsme, c'est un des pôles indispensables de l'existence humaine, et que si on veut mener une existence humaine qui soit digne d'un être humain, eh bien, il faut avoir, je pense, des références héroïques, il faut tendre vers l'héroïsme, à défaut de l'être, mais au moins tendre vers l'héroïsme, voilà.